Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Libre antenne au 39 21 pour 2 heures de direct. Vous avez remarqué, c'est l'automne sur la France chargée d'intempéries qui s'est installée cette semaine. Et chez nous aussi, nos émotions jouent avec notre météo intérieure. On le sait tous, pester contre le climat est inutile, nous ne pouvons le contrôler. Il est néanmoins utile d'y être attentif pour s'habiller en fonction de la température, d'emporter des lunettes ou de la crème solaire quand il fait grand beau ou un parapluie et une grosse parka lorsqu'il pleut. De la même manière, reconnaître le temps qu'il fait à l'intérieur de nous permet de poser les choix les plus adéquats et de mieux diriger notre embarcation. C'est la tempête, on réduit la toile et l'allure. Reconnaître nos émotions, cela veut dire les identifier, savoir quand nous sommes en colère, tristes ou anxieux, sans jugement, juste reconnaître que ça va pas fort. Et même si on ne sait pas très bien pourquoi. Après tout, on ne sait pas pourquoi. Il pleut ou il fait beau, à moins d'être monsieur ou madame météo. On ne sera pas vraiment plus détendu, mais on y gagnera beaucoup en liberté. Après tout, quoi de plus normal de ne pas réussir à s'apaiser lorsque l'on est inquiet ou en colère ? Nous ne sommes pas des machines où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour arrêter un fonctionnement. On ne lâche pas prise sur commande. Se forcer à se calmer est une autre sorte d'évitement de notre inconfort et peut même générer une tension encore plus forte. Car le plus difficile, c'est d'accepter et de reconnaître ce que nous voulons à tout prix éviter. Identifier ces états d'âme nous permet de nous en distancier. La lutte s'atténue et nous gagnons en liberté d'action pour construire quelque chose de différent. Si ce soir votre météo intérieure manque de soleil et a besoin de se confier, nous sommes là au 39 21. Quentin et Corentin répondent à vos appels et c'est Patrick Lamy qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr. Et puis promis, Monica, je vois que vous nous écrivez que vous êtes gelée et mouillée jusqu'aux os. Réchauffez-moi le cœur s'il vous plaît, Monica. Allez, c'est parti pour 2 heures, on se réchauffe le cœur. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Rosa. Bonsoir. Bienvenue. Merci, je suis très heureuse que tu prennes mon appel, Sophie, puisque j'écoute souvent ton émission. Ah, mais c'est la première fois qu'on me tutoie à l'antenne, Rosa. Mais c'est amusant. C'est amusant. Voilà. C'est vrai, on pourrait introduire parfois le tutoiement. Mais c'est vrai que la langue française a prévu 2 formes, pas la langue anglaise, mais voilà, pour nous permettre de moduler finalement nos relations. Voilà. Tu vois, je t'ai tutoyé naturellement. Mmh. Oui, donc je t'appelle ce soir parce que je me sens un peu désemparée, je me sens en colère contre ma fille et je ne sais comment réagir. Oui, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça se passe votre relation ? Ben là, donc ma fille a 26 ans, c'est une jeune fille plutôt épanouie, bien dans sa vie. Par contre, dans le cas des relations familiales, quand on est à plusieurs, elle se met souvent en retrait ou elle dort même. Donc ça, je lui en avais déjà fait la remarque et il y a eu de l'amélioration. Mais là, ce qui m'a mis très en colère, c'est qu'il y a 15 jours, j'avais réservé un spectacle pour son anniversaire et elle n'est pas venue. Et c'est le spectacle avait lieu le jour de son anniversaire ? Non, elle avait lieu 2 mois après, mais c'était... oui, c'était prévu, c'était un peu dans l'enveloppe, quoi. C'était prévu, c'était dans l'enveloppe, un spectacle qu'elle aimait. Et elle nous a fait faux bond. Sous quel prétexte ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'elle avait mal au dos. Elle était allée faire du sport et qu'elle avait mal au dos.
Et il y là, avait toute la famille qui était prévue, j'imagine. Enfin, pas... elle a des voilà. frères et sœurs ou Une sœur, un beau-frère. plus âgés? Oui. D'accord, c'est la deuxième. Elles sont deux, en fait. Vous avez deux filles. Elles sont deux, c'est la plus jeune, c'est la cadette. D'accord. Et Qu'est-ce qu'en dit l'aînée? Qu'est-ce qu'en dit la grande sœur? la grande sœur était dépitée, elle a essayé de la joindre, elle n'a pas répondu. Et depuis, moi, je ne l'appelle pas, j'ai pas de nouvelles. Et ce n'est pas la première fois qu'elle nous fait faux bond pour une entrevue familiale. Et là, je suis en colère et je ne sais pas quoi en faire. Ouais. Vous lui avez quand même exprimé que vous lui avez rappelé, j'allais dire entre guillemets, la règle du jeu qui est de j'ai réservé ce spectacle pour ton anniversaire et je constate que donc il faut absolument qu'on en parle et qu'on se mette d'accord pour vous voyez, parce que si à chaque fois que vous faites ou proposez quelque chose pour elle, c'est qu'elle botte en touche, c'est pas dire à ce moment-là, je vais plus rien faire, mais ouvrir la discussion là-dessus, vous voyez, prendre une autre position qui est de dénoncer un peu son comportement, mais en termes de quelque chose qui revient constamment, quoi. Bah oui, je n'y arrive pas. Parce qu'est-ce qu'elle génère chez vous comme émotion? Enfin, outre la colère, est-ce que éventuellement elle vous fait peur? Elle vous je crois que j'ai peur qu'elle se braque. Et qu'elle. Finalement, elle se braque déjà. Mais c'est ce qu'elle fait, finalement. Elle le fait sans mots, elle le fait, mais par son comportement, elle se braque et elle se fâche. Bah oui. Et je me dis que ça va être pire. Peut-être pas, puisque finalement, vous voyez, la peur que vous avez fait que elle se braque et elle se fâche. Donc, on imagine qu'il y a un lien entre les deux. Donc, qu'est-ce qui se passerait si vous lâchiez cette peur? Et si elle se braquait et elle se fâchait moins? Si elle se fâchait moins? Si vous lâchez, vous, cette peur, il est fort à parier qu'elle se braquerait et elle se fâcherait moins. Donc, lâcher cette peur, c'est ne plus avoir peur d'elle, peur de sa réaction, et parler de vous, avoir votre propre réaction par rapport à ses comportements. Parce que finalement, là, dans la relation, elle l'emporte à tous les coups, parce que c'est ses réactions qui dictent votre comportement. Donc, plus vous êtes, j'allais dire, sympa, entre guillemets, avec elle, c'est-à-dire que plus vous fournissez d'efforts pour amadouer le dragon, votre dragon de fille, pour pas qu'elle crache le feu, alors tiens, je réserve un spectacle, j'organise ci, j'organise ça, voilà, etc. Et elle, à chaque fois, elle vous met en échec. Elle crache son feu. Je ne le voyais pas comme ça. Donc, pour plus qu'elle vous mette en échec, c'est important de plus essayer de proposer des choses pour que les choses se passent bien. Mais proposer des choses si ça vous tient à cœur, mais pas en fonction d'elle. Et là, vraiment, elle mérite les points sur les i. Tout en la rassurant que vous l'aimez. Vous voyez, de faire la grande différence. Parce que manifestement, votre fille mélange les genres. Et vous, peut-être, vous avez peur de lui rentrer dedans en pensant qu'elle peut prendre ça pour un manque d'amour ou du désamour. Oui, un peu ça. Ouais, mais lui dire non, je t'aime et je tiens à toi, mais je n'accepte pas et ne supporte pas ton comportement qui me met en colère et me fait de la peine. C'est ça qu'elle doit entendre. Et de lui dire, qu'elle vous décourage. Dans ce qui est vrai, c'est la vérité. Je suis découragée d'organiser un repas de famille, un spectacle. Voilà, ça me décourage. Tu me décourages. Alors que vous prenez tout votre courage finalement pour lui proposer des choses. Et oui, pour arranger, pour accepter, tant pis, elle n'est pas venue. Tant pis, elle peut pas. Ah oui. Oui, je me dis, oui, elle peut pas. Oui, donc vous rentrez dans son jeu. Alors vous avez compris que c'était un jeu. Il faut que vous le dénonciez, le jeu, que vous lui montrez que vous n'êtes pas dupe. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va bien. Si elle a envie de jouer, c'est un jeu stupide. Vous pouvez lui dire, c'est un jeu de dupe, c'est un jeu stupide. Donc si tu me cherches sur ce terrain-là, elle vous cherche. Faut qu'elle vous trouve.
Parce que là, elle vous cherche, mais elle vous trouve Oui, pas. mais à chaque fois, oui, parce que oui, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, il y a la mal au dos, il y a quelque chose qui est toujours lié à la maladie ou elle est malade ou à chaque fois. Ouais, il y a David Enfin, à qui chaque dit fois, souvent. Rosa, votre fille dort dans les réunions de famille. Elle est fâchée, pas fâchée. Non, elle montre que tout ça l'ennuie. Complètement. Mhm. Et je me dis, alors, ce qui me fait accepter cette attitude, c'est que je me dis qu'elle a, bon, voilà, Qu'elle a? qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas bien. Donc, comme elle n'est pas bien, je ne vais pas en rajouter. Ouais, mais vous faites son jeu, c'est-à-dire qu'elle se sert d'aller mal pour, entre guillemets, avoir la paix, mais peut-être aussi pour qu'on s'intéresse à elle. Donc, c'est un peu le chat et la souris entre vous deux. C'est qu'elle, à chaque fois, c'est un côté maladie ou fatigué ou il faut pas m'ennuyer, etc. Et vous prenez ça pour argent comptant dans son comportement. Et alors que c'est de la provocation de sa part, en fait. Ok. Elle cherche à provoquer. La provocation, c'est provoquer quelque chose chez vous. Et en fait, elle provoque. En fait, à chaque fois, vous l'excusez de ça, alors elle recommence. Elle continue tout le temps. Vous faites celle qui la comprend, la pauvre. Elle doit souffrir, elle doit être mal. Donc vous la victimisez. Donc finalement, subliminalement, vous lui donnez l'autorisation d'aller mal, de plus en plus mal. Oui, j'ai compris. Ouais. Donc vous allez juste maintenant vous mettre un peu dans une posture un peu différente. Voir, ça peut être de l'humour, mais ça peut être aussi votre colère ou votre tristesse, et de dire que ça ne vous va pas. Oui, il y a Natacha qui dit elle a peut-être besoin d'une maman qui s'affirme plus. C'est fort possible. Elle était très insécure, votre fille de 26 ans, non? Je ne sais pas. Non, pourtant, elle est assez autonome dans sa vie. Oui. Elle réussit bien. Mais, oui, mais à l'intérieur. À l'intérieur, oui, certainement. Oui, elle est très autonome. Vous dites elle réussit bien, mais est-ce que justement elle essaye de maintenir sa vie par tous les bouts? Comment? Elle a toujours été comme ça depuis? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'adolescente, elle était comment? Adolescente, elle était très en retrait. Oui. Elle ne parlait pas. Et il fallait que je la bouscule ou que je dise stop pour qu'elle réagisse, quoi. Alors, il y a Véro qui demande est-ce qu'elle serait pas en dépression? Mais vous dites que non, parce qu'elle est active. Je pense pas. Avec moi, elle a ça. C'est qu'avec moi qu'elle a ce... D'accord. À l'extérieur, vous avez d'autres sons de cloche? Enfin, ou vous connaissez ses amis ou sa vie par ailleurs? Oui. C'est plutôt une jeune femme entourée avec plein d'amis qui mène bien ça. Elle était introvertie, vous êtes peut-être plus dans la démonstration? Vous avez peut-être deux caractères qui ont du mal à se rencontrer? Quand on est à plusieurs, quand on est toutes les deux, non. Ah oui. Quand vous êtes toutes les deux? Quand on est toutes les deux, c'est très facile. C'est très passionné, c'est très facile, c'est démonstratif, on raconte plein de choses. À partir du moment où on est à plusieurs et en famille, elle se met en position de retrait. Donc elle voudrait être l'unique et la reine. C'est la numéro 2. Hein. Ah, oui. Et oui, donc si elle n'est pas la reine, elle est en retrait. Oui. Elle vous veut pour elle toute seule. Elle n'a pas trop aimé de vous partager à la naissance. Enfin, elle a 26 ans tout de même. Hein, ce n'est plus une enfant. Oui, mais vous dites, voilà, très, très proche de vous. Vous savez, souvent, c'est les liens d'amour très, très forts qui sont les plus complexes entre une mère et ses enfants. Et bizarrement, qui se voient de façon les plus difficiles. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'amour, ça c'est certain. Ah oui, ça je n'en doute pas. Alors il y a Monica qui dit oui, pourquoi pas la piéger. Enfin, la piéger, c'est un grand mot, mais en lui demandant ses propres désirs par rapport à la famille, faire sentir qu'elle est adulte et est censée être responsable. Vous lui avez déjà... Parce que vous dénoncez pas finalement jamais ses comportements. Quand je dis dénoncer, puisque vous dites que vous entendez bien quand vous êtes toutes les deux,
vous pourriez lui dire, tiens, voilà, j'ai remarqué ça, le jour du spectacle, t'avais mal au dos, ça fait quand même pas mal de choses. Moi, voilà le sentiment que j'ai, vraiment, comme vous me le racontez là. Moi, j'ai le sentiment que, voilà, tu es pas bien quand on est en groupe. J'ai remarqué ça à plusieurs reprises. Les réunions de famille t'ennuient et t'agacent. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que, vous voyez, qu'elle se livre un peu? Sans projeter, hein, sans dire, vous, votre analyse personnelle, juste un constat des faits. Lui livrer les faits tels que vous les observez. Ah oui. Déjà, ce serait plus facile parce qu'il n'y aurait plus d'émotions. Ah oui, avec le factuel, on se sort de tout, de toutes les situations justement un peu emberlificotées. C'est-à-dire qu'avec les faits, quand on rappelle des faits, on dit voilà, il y a ça, il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, et je suis un peu perdue. Je sais plus quoi penser. Manifestement, j'ai essayé. Vous parlez de vous, hein. Moi, j'ai essayé plusieurs stratégies. Je t'ai excusé. J'ai imaginé que bah t'étais pas bien, etc. Mais là, bon, ça commence à m'interroger. Donc soit tu vas vraiment pas bien, mais alors c'est pas le sentiment que tu me donnes quand on est toutes les deux tout seuls, mais ce serait bien que tu m'en parles ou qu'on s'en parle peut-être. Voilà, si jamais je peux t'aider ou me dire ce qui franchement te convient pas. En sachant, en tenant compte, Rosa, que vous dites qu'elle est un peu introvertie, donc en n'essayant pas trop non plus de la faire parler, parce que vous risquez d'avoir une huître en face de vous. Ben oui, c'est ça. Elle n'a pas les mots. Enfin, mais elle vous raconte plein de choses sur sa vie quand elle est seule avec vous, mais mettre des mots sur ce qu'elle vit, c'est compliqué pour elle. Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Mais c'est pour ça que peut-être, oui, donc maintenant que je la cerne un peu mieux, peut-être moins le questionnement que de vous positionner de ça ne me va pas. Ça peut pas m'aller. Oui, ah oui. Donc de deux choses l'une, soit on se dit toutes les deux que bon, les réunions familiales, ça t'embête, mais alors, ben voilà, à ce moment-là, prenons la décision ensemble pendant quelque temps. Ta sœur et ton beau-frère viendront, puis toi. Mais ne dis pas que tu viens pour dormir, quoi. Voilà. Oh oui. Oh oui. Ouais, il y a Natacha qui dit, il faut peut-être qu'elle lui dise qu'elle est en droit d'aimer plusieurs personnes. Mais bon, il faut l'aider à grandir, quoi, cette jeune fille de 26 ans. Oui, mais elle a toujours du mal. Hein. Elle a toujours eu du mal. Ça, c'est ce que je comprends. Elle a toujours eu du mal. Elle n'a pas envie de grandir. Elle devait être très heureuse, petite fille, elle. Oui, mais c'est une petite fille, très joyeuse, tout ça, mais elle a toujours eu du mal à grandir. Elle n'a pas aimé. Quelquefois, il y en a qui n'ont pas aimé. Parce que c'est des comportements que vous décrivez très immatures, très enfantins. Vous voyez, c'est une forme de bouderie, quoi. Oui, mais dans sa vie, elle mène sa vie comme une adulte. Mais oui. Sa relation famille et sa relation avec moi, c'est un peu ça. Il est resté quelque chose coincé en arrière. Oui. Il y a un événement dont vous vous souvenez qui pourrait... Je crois qu'elle a toujours été comme ça. Hein. Oui, mais par exemple, vous voyez, souvent aux anniversaires, les 12 ans, les 13 ans, elle était triste de grandir, cette petite fille. Ou ses jouets, par exemple, quand elle a plus gardé ses jouets. Est-ce que vous vous souvenez de choses comme ça? Non. Non, pas les jouets, justement, elle s'en faisait facilement. Mais il a souvent fallu que je booste parce qu'elle avait des comportements très enfantins. Dans la prise d'autonomie ou plutôt dans l'émotion? C'est plutôt dans l'émotion. Dans l'émotion, pas la prise d'autonomie. Oui, parce qu'elle est autonome. Elle est autonome. Hein. Mais dans l'émotion et dans les relations familiales qu'elle n'a pas par rapport à ses amis. Et sa sœur aînée est très à l'aise dans la parole, par exemple? Beaucoup plus. C'était ça aussi quand elles étaient petites, puisque la sœur aînée prenait très facilement la parole, parlait de plein de choses, et pas elle. Oui, donc elle ne se sent pas dotée de ça, dans la famille en tout cas. Oui. Il y a sans doute une histoire de place. Et elles s'entendent comment, les deux sœurs? Bien? Il y a une complicité ou c'est plus distant? Elles peuvent être complices, mais elles ne se voient pas tant que ça. Surtout depuis que l'aînée est mariée. Oui. Elles étaient plus complices avant.
Oui, très certainement, parce que l'autre a sa vie de femme. Mais Peut-être oui, qu'elle se sent à part elle se dit, moi, j'ai pas de compagnon ou j'ai pas de fiancé ou de amener, oui, c'est donc ça crée un possible. déséquilibre pour elle. Elle se sent peut-être Oui, un peu isolée, d'où son oui, mode de oui, retrait. oui. Et elle retrouve son comportement d'enfant. Exact. Mm. De Mm. petite fille, parce que la petite fille, c'est celle qui peut attirer l'attention du groupe. Vous voyez, finalement, le fait qu'elle vienne pas au spectacle, c'est une façon d'être encore plus présente en étant absente. Ah bah complètement. Bah oui. Ouais, parce que, entre guillemets, enfin, ça gâche la soirée. Mais enfin, en tout cas, c'est sûr qu'on a bien remarqué qu'elle n'était pas là. Oui. Et Et de en plus, dormir, ouais. ben oui, et en plus de dire j'ai mal au dos, donc j'étais pas bien, donc on peut rien lui dire. Ah bah oui, elle a trouvé la parade. Ah ouais. Mm. Non mais je vais lui parler. Oui, Oui. sans la juger, hein, sans la culpabiliser, Non. parce que ça doit être une hypersensible, hein, Oui. une Oui. petite dame comme ça, toute sensible et Mm. toute à fleur de peau, donc et qu'elle n'est pas dans les mots. Donc c'est simplement lui signifier, voilà, que ça passe pas inaperçu et que l'objectif c'est pas du tout ni voilà de lui faire des reproches ou de l'agresser, mais que ça crée du souci et que vous aimeriez que les choses se passent autrement, si c'est possible. Et donc, à quelles conditions pour elle, ce serait bien? Est-ce qu'elle imagine qu'il y aurait des conditions dans lesquelles elle se sentirait mieux? Bon, elle n'aura peut-être pas la réponse, hein. Mais au moins Mhm. d'ouvrir la discussion, en l'assurant, bien entendu, de votre amour, ça va de soi. Enfin, ça va mieux en le Oui. disant. Oui. Oh, bah, ça me fait du bien. Bon, Oui, bah je Rosa, prends du recul. ouais. Mais oui, Voilà. parce que c'est vrai que c'est un peu blessant pour vous de faire tant d'efforts, mais faites moins d'efforts, Rosa, pour elle. Faites moins Ouais. d'efforts. Elle a compris qu'elle attirait toute votre énergie et votre amour en posant problème. Donc ça va pas l'aider à grandir. Non. Voyez, elle a plus besoin, elle doit plus avoir besoin de poser problème pour exister. Ben oui, C'est presque cette phrase-là que vous devez lui dire. Il n'y a pas à poser un problème dans un groupe pour exister. Elle, c'est sa façon, elle, d'exister pour l'instant. tout à fait. Hmm. Bah, Oui. vous nous tiendrez au courant, Rosa, hein? Mais bien Mais sûr, et bien puis sûr. je me fais une joie de te retrouver au festival d'une autre façon d'aimer à Cabourg. Ah, bah oui, c'est gentil, vous y Oui, serez alors, on s'y verra. oui, oui, oui. Exactement, en novembre. Voilà, le 11 novembre, oui, tout à fait. Et donc, vous êtes de la région, Je suis de la région parisienne, mais j'y mais vais. vous irez au festival. Oui, Bah, tout à fait. écoutez, je m'en réjouis. Et alors, on s'y verra avec plaisir, Rosa. Voilà, avec plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Rosa. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir, Amélie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Ça fait un moment que je voulais vous parler, mais je n'osais pas passer à l'antenne. Ah, bah, c'est Et là, j'ai chouette que pris mon vous... courage à Oui, deux mains. Et là, je me bravo. suis dit, elle peut m'aider, donc à y voir plus clair. Donc, Ah, bah, écoutez, mais je bravo. suis hyper stressée. Hein. Bon, mais je suis là. Je vous tiens la D'accord. main, quasiment. D'accord, ok. Donc moi, je vous appelle parce que en fait, j'arrive pas du tout à faire ma vie. Mhm. J'ai jamais rien construit en fait avec un homme. Ouais. Je suis célibataire depuis, j'allais dire toujours, et j'ai pas d'enfant. J'ai 42 ans et j'ai pas de désir d'enfant non plus. Mhm. Donc voilà. Et quand je croise un homme dans la rue, en fait, qui me regarde, presque systématiquement, je cherche à fuir. Et surtout, je ne regarde pas. Et j'ai peur vraiment de lui et de ce qu'il pourrait penser, en fait. Faut aussi que je vous dise que j'ai un problème de vaginisme aussi. Ouais. Sans Donc, doute lié à cette peur. Oui. Oui, sans doute. Mais c'est vous cette en peur, êtes rendu compte comment du vaginisme dans un rapport avec un homme? ouais. Oui. Qui s'est Ouais. pas bien passé du coup. Ça vous a fait mal? Oui, ouais. Mais ça, c'est depuis toujours. Hein. Oui, donc ça a eu lieu quand vous étiez plus jeune? Vers quoi? Oui. Vers 20 ans? Ouais. Oui, ouais, à peu près, même avant, ouais. Ah Ouais, oui. ouais. Donc ça Ouais. veut dire que les premiers émois, rapports sexuels, pour vous, c'est synonyme de douleur? En fait, c'est compliqué parce que en fait, mon premier rapport sexuel, si vous voulez, j'ai eu une agression sexuelle quand j'avais 6-7 ans Ouh. avec un oncle. Ouais.
Oula. Oui. Et en fait, c'est toujours aussi vif. Ouais. Et en fait, je m'en suis souvenue qu'à l'âge de 16 ans, en fait, Ouais. quand j'ai eu ma première relation sexuelle, Oui, donc c'est c'est ça qui a été remonté. compliqué. Bien sûr. Et à ce moment-là, vous voyez le vaginisme, c'est-à-dire que tout d'un coup, votre corps, lui, il a tout bloqué, en fait. Hein. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Donc là, j'ai eu un profond dégoût en fait pour le type avec qui j'étais à ce moment-là, alors que lui, il n'avait rien à voir avec tout ça. Et en plus, il était plus âgé que moi, il avait 8 ans de plus. Et oui. Donc voilà. Et après, j'ai eu la chance de jamais vraiment rencontrer cet homme parce qu'il y a eu des problèmes familiaux dans la famille et que heureusement, je l'ai plus trop revu. Ouais. Et malheureusement, il est venu aux enterrements de mes grands-parents maternels. Ouais. Il y a quelques années. Ils sont décédés tous les deux à 11 mois d'intervalle, donc je l'ai revu en un an, je l'ai revu deux fois. Et là, j'étais extrêmement froide, j'étais extrêmement distante. Et j'en avais parlé en fait à ma mère il y a à peu près il y a une dizaine d'années. Ouais. Donc elle avait beaucoup pleuré, enfin bon. Et ensuite, je l'ai vu faire la bise en fait à mon oncle. Ah, et ça vous a choqué. Ouais. De voir votre mère lui faire la bise, ouais. C'était quoi? C'était pas son frère C'était son frère? Non, le frère de votre père? Non, le beau-frère. Le beau-frère de votre mère? Oui, enfin la sœur de mon père, en fait, qui est mariée avec lui. Ouais, je comprends que ça vous ait choqué. Bien sûr, Amélie. Et je me demande, parce qu'en fait, ma mère, j'arrive pas à l'appeler maman. Ah oui. Et je sais pas si c'est lié, je sais pas depuis quand. Et je m'excuse, je suis désolée. Non, c'est bien, bien sûr. On est là pour ça, Amélie. Hein. Ouais. Et j'arrive pas trop à l'appeler maman, et je sais plus si ça date de cette époque. Et c'est toujours douloureux quand je l'appelle maman, en fait. Et vous pensez que ça date de cette époque? Ouais. Je sais pas, en fait, si c'est un lien. Je sais pas du tout. Ouais. À l'époque, vous avez pu en parler à aucun adulte autour de vous. Vous avez eu trop peur? À quelle époque? À l'âge de 6-7 ans. En fait, j'ai vous l'avez occulté. En fait. Oui. Ouais. Mais oui, ce qui arrive, ce qui peut arriver effectivement, et que ça ressorte, vous voyez, au moment du premier rapport. Mais alors, oui. Et donc non, à l'époque, j'en ai pas du tout parlé. En fait, à l'âge de 16 ans, j'en ai pas du tout parlé. Et puis ensuite, j'en ai parlé. Je suis tombée amoureuse vraiment quand j'avais 19 ans. Oui. Et là, je me suis confiée en fait à la personne. En fait, comme j'avais des problèmes de vaginisme, c'est vrai que je voulais lui expliquer pour pas qu'il parte. Et donc voilà. Et lui, ça a été ma relation la plus longue. Ça a été quelqu'un que j'ai vraiment le coup de foudre, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, il est parti du jour au lendemain, sans explication, juste en disant qu'il m'aimait. Il s'est engagé dans l'armée. Et en fait, on s'est revus pendant 13 ans, avec des coupures. Oui. Et on s'est revus pendant 13 ans. Et à la fin, en fait, quand je l'ai revu, en fait, c'est quelqu'un qui fumait déjà. Et quand je l'ai revu, il prenait de la cocaïne. Et alors là, quand je l'ai vu, j'ai trouvé physiquement que c'était plus le même homme. Voilà, il avait un discours qui n'était pas du tout fluide. Enfin, puis c'est tout juste qu'il m'en proposait pas. Donc, il n'était plus du tout protecteur pour moi. Donc, en fait, du jour au lendemain, en fait, j'ai dit non, stop, c'est fini. Et on passe à autre chose. Et j'ai pas eu de mal du tout à passer à autre chose à ce moment-là. Alors que pendant 13 ans, c'était très, très difficile. Donc, voilà. Oui. Non, j'ai eu beaucoup d'amitiés amoureuses, en fait. Des gens avec qui qui étaient souvent des fois bienveillants. D'autres qui étaient mais souvent mariés, en fait. Ouais. Souvent un marié. J'allais dire parce que comme ça il est pris, quoi. Oui. Oui. Et puis autrement, il y en avait un, ça a été aussi une amitié amoureuse. Et lui, en fait, il avait une compagne et j'ai appris que sa compagne était enceinte. Donc là, c'était fini aussi du jour au lendemain. Donc, lui a plus voulu vous voir du jour au lendemain? Non, moi, je me suis dit, non, sa femme est enceinte. Non, c'est fini, quoi. Parce qu'il n'était pas marié, celui-là. Il avait une compagne, mais voilà. Et vous aviez une relation ensemble ou c'était juste une amitié? Ah non, un peu plus, d'accord.
Oui. Ouais. Donc, Oui, voilà. donc- Après, j'ai eu pas mal d'amour platonique. Là, ça me convenait pas mal. Oui. Et puis, ce qui est étrange, en fait, c'est qu'il y a 6 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Ça a été vraiment un coup de foudre. Et il ressemblait beaucoup, en fait, au premier, Oui. physiquement. Oui. Et tout était mieux, en fait. Il était plus beau, il avait que des plus, en fait. Sauf qu'il était plus jeune que moi. Et quand il s'est déclaré, en fait, je suis restée complètement un peu stoïque, interdite, quoi. Et j'ai pas du tout répondu, j'ai tourné les talons. Et alors que j'en mourais d'envie, quoi. Et puis j'ai dit, non, c'est lui. Je me suis dit, il est trop jeune pour moi. Mais même sans lui répondre, sans lui expliquer rien du tout, je suis partie. Et ce qui est très étrange aussi, c'est qu'il y a quelque temps, je l'ai revu. Il a une compagne, il est marié, il a une fille, une petite fille. Et en fait, je suis passée dans la rue et quand je l'ai croisé, je me suis rendu compte que c'était lui au dernier moment. Et lui aussi, j'ai vu qu'il m'avait reconnue. Et en fait, on ne s'est pas du tout dit bonjour. Et sa petite fille lui disait papa un bisou. Et là, il n'y avait aucune réponse de la mère et de la mère de la petite et de son père. Et c'était vraiment très étrange. Il y avait un grand silence, quoi. Je me suis dit que c'est pas un hasard, quoi, si je l'ai revu. Non, c'est pas un hasard. C'était bizarre. Il y avait quelle différence d'âge entre vous pour que vous... 8 ans. Et c'était 8 ans la dernière fois dans l'autre sens, hein, pour votre premier amour. Ouais, comme si vous étiez jamais dans le bon axe parce que vous étiez amoureuse aussi de ce garçon et que le fait qu'il soit... Et oui, et le fait qu'il soit plus jeune, ça vous protégeait. C'est important pour vous un homme plus jeune que vous par rapport à dans votre histoire. En fait, ça me mettait une pression, quoi. Je suis il est plus jeune que moi, je suis plus âgée. Je me voyais pas. Parce qu'en fait, physiquement, c'est quelqu'un que je trouvais extrêmement beau. Et je me suis dit, oh là là, non, mais c'est trop, quoi. Pourquoi il s'intéresse à moi? Enfin, vous voyez, c'était un peu... Pourquoi il s'intéresse à moi? En plus, il peut avoir toutes les filles qu'il veut. Enfin... Bah oui, mais vous avez choisi, il fallait lui faire confiance. Mais vous, c'est une histoire de confiance dans tout ce que vous racontez. C'est votre sujet et on le comprend, parce qu'il y a de quoi. C'est comment faire confiance à un homme, même faire confiance à un homme qui m'aime, c'est compliqué pour vous, vous voyez ? Et que parce que vous avez été agressée, trahie, abusée, petite fille, par un homme qui plus est de la famille... et cette agression sexuelle dramatique, 6-7 ans, c'est terrible. Elle a imprimé votre vie sentimentale, votre vie psychique, et puis bien entendu votre vie sexuelle, parce que votre corps, lui, il a tout de suite réagi. Pour lui, il veut pas d'intrus, quoi. Le corps de... Donc, Amélie, il y aurait... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà consulté quelqu'un avec votre histoire, oui. Et ça vous aide? Et en fait, je tournais en rond, quoi. Je tournais systématiquement en rond. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. Et puis, parce que ça me prenait vraiment la tête, quoi. Ah oui. C'est le cas de le dire. Ah ouais, non, mais là, je tournais trop en rond, en fait. J'avais besoin d'air, en fait. D'arrêter ce que je lui ai dit. Je dis, bon, moi, j'arrête. Et puis, si vraiment j'en ressens le besoin, mais je pensais plus aux thérapies comportementales, je crois que c'est ça. Oui, des thérapies brèves à ce moment-là. Oui, et peut-être que vous n'avez pas rencontré le ou la thérapeute qui vous convienne, parce que je pense aussi. Oui, vous avez dit des choses importantes là ce soir. Vous voyez, si je relève juste des mots et on comprend l'enjeu pour vous, c'est terrible, parce que vous avez dit j'arrive pas à faire ma vie. J'ai pas fait ma vie, et c'est une expression terrible parce que on la fait pas, la vie nous prend, la vie nous anime, la vie est en nous, et la faire voudrait dire que vous êtes dans l'échec manifeste et permanent de ne pas faire ce que vous devriez faire, c'est-à-dire évidemment faire sa vie, c'est construire, faire ma vie avec quelqu'un, comme si on pouvait décider ça, en fait. Alors oui, à un moment donné, on le décide parce qu'on va s'engager, comme avec cet homme un peu plus jeune où vous avez eu un peu peur. Mais si vous ne faites pas, dites-vous bien, c'est que vous ne pouvez pas là pour le coup. C'est pas tant que vous ne voulez pas, c'est que vous ne vous sentez pas la capacité, parce que il y a une terreur en vous, et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous faire confiance? Donc à quelles conditions
Oui, parce qu'on sent que je comprends que quand vous dites ça me prenait la tête, ça tourne dans tous les sens, parce que partout où on regarde, en fait, vous m'avez raconté plusieurs histoires où les conditions sont à chaque fois différentes. Et vous voyez, malgré que les conditions changent, la confiance ne se construit pas, parce qu'elle est, elle est brisée à la base. Donc c'est même plus les conditions, c'est la petite fille de 6-7 ans qui a besoin d'être réparée, d'être accueillie. Puis en plus, j'ai un papa qui est assez autoritaire. Ouais. Et donc, qui en fait voulait un garçon. Et je suis arrivée. Et comment dire, il fait pas beaucoup de compliments. C'est quelqu'un qui est qui s'exprime pas beaucoup au niveau des émotions, sauf au niveau de la colère. Il est assez colérique, assez soupolé. Et même si il est comme ça avec tout le monde, pas qu'avec moi, hein, mais je suis toujours en conflit souvent avec lui. C'est quelqu'un qui aime bien en fait il a une opinion, il faut qu'on la suive. Donc c'est voilà, et puis moi j'ai un peu l'esprit de contradiction, donc donc c'est un petit peu difficile avec lui, même aujourd'hui, hein, c'est encore même si je sais qu'au fond il m'aime, hein, je veux dire, je n'ai pas vraiment de doute. Mais c'est compliqué. Oui, je sais peut-être pas le mot, c'est compliqué, c'est que là encore le père ne peut pas être mis à la place, il n'y a pas d'attachement parce qu'il y a plus de peur. Mais vous voyez Amélie, parce que finalement vous dites d'un côté je suis triste parce que j'aimerais justement avoir un amoureux, faire ma vie, avoir un compagnon. Et en même temps, vous faites tout pour ne pas en avoir, ou quand vous en avez un, vous prenez la fuite. Donc, la question c'est, est-ce que c'est un regard social? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, c'est pas normal, j'ai 42 ans, je devrais, être avec un homme, avoir des enfants, vous dites, non, c'est pas un sujet, mais en tout cas, je devrais avoir un compagnon dans ma vie. Mais moi, je n'entends pas chez vous, et c'est ça qui est abîmé à travailler, le désir. Il est où votre désir d'être avec un homme et justement de tuer le père? C'est-à-dire de ne plus affronter ce père dur, éventuellement colérique, un peu peur, qui vous fait peur, mais la volonté de plus être cette petite fille-là et d'être une femme qui dit moi mon désir, ça va être un homme, mais un homme bon pour moi, bienveillant, là pour moi. Heureusement, j'ai souvent rencontré quand même, en général, ils sont plutôt gentils. Ouais. Ils sont pas colériques, ils sont pas Ça c'est une qualité en fait que je recherche beaucoup chez les hommes. Ouais, donc ça vous savez les choisir. Après une fois qu'ils sont même ceux qui tombent amoureux de vous, qui sont gentils avec vous, tout d'un coup mais c'est pas possible d'être aimé et là vous mettez une barrière. Et là vous vous sabotez. En fait, vous sabotez constamment votre désir. Parce qu'on vous l'a saboté petite fille, attention Voyez. Attention, faut pas oublier. Ouais, mais en même temps, les hommes avec qui j'ai pu être, des fois, n'étaient pas libres non plus. Donc, oui, mais ça, vous les avez bien choisis, Amélie. Ah oui, ça vous évitait de vous engager. Quelle bonne idée. C'est formidable, un homme pas libre. Comme ça, vous étiez sûr qu'il allait ni vous proposer quelque chose, ni que ça allait vous coincer. Maintenant, finalement, l'histoire d'ailleurs la plus troublante, et celle qui est très intéressante, c'est celle de cet homme plus jeune que vous, qui était amoureux de vous, et auquel lui, il a un peu payé pour les autres. Lui, vous lui avez fait subir ce qu'on vous avait fait subir. Vous êtes parti sans laisser d'adresse. Oui. Mais socialement aussi, c'est assez important aussi. Mais vous avez raison. Parce que il est là le sujet. Ça m'isole aussi beaucoup. Oui, vous avez raison de ne pas être en couple. J'ai des copines, mais c'est vrai que souvent, je les vois en semaine parce qu'elles ont leur vie de famille le week-end. Exact. Et moi, je pense que vous êtes que pas je me mets un peu en retrait. Et puis même si je le suis, je me mets quand même un peu en retrait. Je suis pas comme les autres, en fait. C'est ça qui est terrible. Je me sens pas comme les autres. Oui, parce qu'on sent que vous en parlez, encore une fois, je reprends vos termes, mais faire sa vie, etc. On sent que ça vous manque en termes de l'aspect social, faire société avec un homme, mais le désir d'homme n'est clairement pas là. La preuve, c'est que votre corps, lui, n'est pas d'accord. Donc, il y a une réconciliation à mener, Amélie. D'ailleurs, réconciliation, résilience après l'agression.
Et peut-être effectivement c'est une bonne idée d'aller vers les thérapies brèves, parce que vous, c'est vraiment là où vous en êtes de l'élaboration de votre histoire, parce que j'entends que vous l'avez raconté et que c'est assez fluide dans le récit. C'est vraiment d'arriver à changer une donne pour arriver à réconcilier, à faire émerger du désir et correspondre à un désir complètement enfoui, refoulé, et on le comprend, et puis un désir qui est là, qui est un désir social. Et par les thérapies, ça peut effectivement se faire. Ouais, bien sûr. Vous êtes dans quelle région? Parce que là, il y a un auditeur qui envoie le contact de quelqu'un en Gironde. Vous êtes en Gironde? Non. Non, en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, d'accord. Mais regardez, autour de vous, ou dans la grande ville près de vous. Regardez thérapie systémique ou des gestaltistes aussi, la gestalt. La gestalt, c'est... Oui, vous regardez gestalt dans votre région et trouvez un thérapeute gestaltiste, G-E-S-T-A-L-T, qui travaille, qui est très holistique, qui va prendre en compte aussi le corps, qui va travailler sur le sens, qui va travailler la résilience, et je pense qu'une approche comme ça pourrait vous aider sur le trauma spécifique que vous avez. Ouais, d'accord, ok. Et juste le fait que ma mère, j'arrive pas à l'appeler maman depuis un petit moment, je sais si ça vient du fait que... je pense qu'elle vous a pas protégé, elle vous a pas elle a plus été maman à partir du... Vous comprenez, une petite fille de 6-7 ans, Amélie, qui est agressée, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, il y a donc les adultes censés me protéger, au premier rang desquels ma mère, parce qu'une maman, c'est celle qui materne, c'est la matrice, c'est celle avec laquelle on est en sécurité. Très petite, vous avez vécu dans votre chair que vous n'étiez pas en sécurité. Et la première pourvoyeuse de sécurité n'a pas été là. Alors peut-être qu'elle ne pouvait pas être là. Elle aurait peut-être pas pu intervenir sur le moment. Non. Ouais. Mais en tout cas, vous, ce que vous en avez déduit dans votre psychisme d'enfant, c'est pour ne pas être protégée, pour qu'on puisse me faire une chose pareille, où est maman, quoi? Et c'est pour ça que j'ai un sentiment assez proche, en fait. Oui, et puis assez proche. On se voit pas tous les jours, mais c'est vrai que elle est assez protectrice. Bizarrement, elle est assez protectrice, elle est assez maternelle. Aujourd'hui. Elle a toujours finalement été quand même. Enfin, oui. Oui, sauf que la petite fille... agressée, elle pouvait pas être là. Non, bien sûr. Mais la petite fille de 6-7 ans l'a vécu comme ça. C'est pas du tout, vous voyez, c'est pas tant de la faute de votre mère, c'est que quand vous dites, le mot maman est resté bloqué parce que sans doute que sur le plan psychique, vous en avez déduit, dans votre logique à vous de petite fille, que maman, et peut-être ce mot-là est parti. Et sans doute votre maman le sent pour redoubler envers vous de soins maternels et vous de désir aussi d'aimer cette maman puisque vous êtes proche d'elle. Ouais. Pourtant, je l'ai appelée maman pendant très longtemps. Je veux dire, ça fait, je sais pas combien d'années ça fait, mais ça fait pas si longtemps que ça que pour moi c'est difficile de l'appeler maman. Ouais, vous en avez parlé, elle s'en est rendue compte? Les gens s'en rendent compte autour de nous, la famille, ses sœurs, elles trouvent ça des fois bizarre, mais je dis oui, c'est. Mais elle dit rien. Non, elle dit rien. Alors, oui. Même si. Ça lui pose. Parce qu'on sent, Aliso a raison, elle envoie un SMS intéressant, elle dit que votre mère a beaucoup pleuré, donc en témoignant sa douleur et son impuissance. Et en parlant de l'oncle, c'est sûrement pas elle qui a embrassé l'oncle, mais l'inverse, lui qui a dû l'embrasser, et donc encore l'impuissance de la mère toujours. Donc on sent votre mère très impuissante. Et peut-être que le fait que vous ne l'appeliez pas maman signe l'impuissance. Donc c'est à réfléchir. Assez soumise aussi. Avant de vous quitter, Amélie, il y a un auditeur qui me dit de bien vous assurer, que les gestaltistes, il y en a qui sont formés en 3 semaines, ça court les rues. Donc de bien vous renseigner, qu'elle soit aussi psychologue diplômée. Vous avez raison de le préciser. Je vous donne ça comme indication, mais faites-vous confiance, rencontrez 2-3 thérapeutes et puis choisissez avec qui vous sentez bien. Parce que plus que la technique, c'est une histoire de personne surtout.
Hein. D'accord. Et Ok, puis et très également bien sûr de formation et de diplôme. Merci Amélie, bon courage Merci à à vous. vous. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. La libre antenne se poursuit sur Europe 1 en direct et avec vous, on s'y confie, on se conseille, on partage les uns les autres ce qui tisse nos vies. On prend le temps pour chercher ce qui peut rendre votre vie plus douce. Alors si ce soir vous avez le cœur gros, la tête emplie de questions sans réponse, appelez-nous au 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard pour vous accueillir et c'est Patrick Lamy qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors Nathalie, je crois que vous vouliez réagir au témoignage d'Amélie, qui est intervenue juste avant le journal de minuit. Oui, tout à fait. Parce que son histoire a fait écho à la vôtre. Voilà, oui, je me suis bien reconnue dans son portrait. Oui. Ouais. Et vous, et vous vouliez justement dire un peu, pour Amélie, mais aussi aux auditeurs, de quelle façon vous en étiez sortie, comme vous avez dit à Corentin. Ouais, bon, c'est vrai que je parlais de thérapie EMDR que j'ai effectuée avec une psychologue clinicienne et victimologue. Mais avant, j'ai fait des tas d'autres thérapies. J'ai fait une analyse quand j'avais 18 ans. J'ai fait de la thérapie comportementale, mais très peu. J'ai fait 3 séances, ça correspondait pas du tout. J'ai fait de la Gestat, j'ai arrêté. Voilà. Et en fait, j'ai échoué à 34 ans, lamentablement. Et voilà, donc en fait, j'ai rencontré... Quand vous dites échouer, parlez un peu de votre vie. Alors moi, un tout petit peu contrairement à Amélie, je m'engageais, mais je tombais toujours sur des cas. Des cas, voilà, donc de toute façon, la relation était impossible. Donc j'ai terminé, en fait, je me suis retrouvée sous l'emprise d'un pervers narcissique qui m'a, on va dire, torturée psychologiquement, comme l'a qualifié mon avocat. Et donc voilà. Donc et là, il a fallu. Voilà, je me suis retrouvée à peser 37 kilos. Je me suis enfuie de la maison, etc. Et là, il a fallu faire quelque chose, quoi. Et en fait, on remonte toujours à ces histoires de viol qu'on a subies, etc., quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous colle à la peau comme un fer rouge, quoi. C'est infernal. Infernal. Et moi, je suis peintre, donc je exprime, quoi, les choses. J'écris, etc. D'abord, j'ai commencé à peindre après le viol, donc j'avais 13 ans. Et voilà, quoi. Mais, et vos parents sont intervenus Jamais. Jamais. Non, jamais. J'ai rien dit à personne. Je m'en suis... D'abord, j'ai mis du temps à comprendre que j'ai été violée, en fait. Je ne l'ai pas compris sur le moment. Je l'ai compris inconsciemment, mais pas consciemment. C'était quelqu'un de la famille ? Tout à chemin, non. C'était un flirt de vacances. J'avais 13 ans et demi. Et ça a toujours été des hommes que j'ai connus, parce que j'ai été violée 3 fois. Et j'ai subi une dizaine d'agressions en tout, donc armes blanches, etc. Enfin bref, quoi, j'ai mon paquet. Et donc je sais à quel point la psychanalyse, c'est très bien quand on veut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Exact, oui.
Et quand on n'est pas tout à fait non plus très conscient de ce que l'on est, de qui on est. Ouais. Après, une fois qu'on a vu ça, on met des mots. Bah, voilà. On commence à mettre des mots. Là, exactement. On met des mots et on défile la pelote, à comprendre le schéma mental qu'on s'est forgé, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais une fois que vous avez compris ça, ça change pas le problème. C'est-à-dire que le traumatisme est toujours là. Vous dites, alors en plus, il y a toute la pression sociale. Allez, vas-y, bosse, vas-y, fais ci, vas-y, fais ça, vas-y. Ouais, mais toi, t'as des moments, t'es avide. T'es ailleurs. De toute façon, t'es plus ici déjà depuis que t'as été violée. C'est comme ton âme, elle avait décollé. Enfin, t'es plus là, quoi. Ouais. Donc, t'as déjà une partie de toi-même qu'il faut que tu rattrapes sans arrêt. Violée qu'on a enlevé, qu'on vous a arraché. Cette part d'innocence, quoi. Bien cette sûr. part de découverte de la vie qu'on t'a arrachée. Et non, tu ne l'auras pas comme ça. Et ça va être comme ça. Et c'est vrai que c'est un dur chemin. Moi, à 14 ans, je me suis dit plus personne, plus aucun adulte ne me forcera jamais à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et j'ai réagi très violemment, quoi. J'ai arrêté mes études à 17 ans, je suis rentrée à l'école des Beaux-Arts, enfin voilà, ça a été très très bouleversant, un cataclysme, Alors que j'étais une personne qui était très douée, j'étais une enfant précoce, j'avais une année d'avance, j'avais un bel avenir devant moi normalement. Elle était un peu moins rose. Oui, parce que l'école des Beaux-Arts, c'était aussi un bel avenir, sur le plan professionnel. Parce que j'ai fait 2 années de dépression, en fait. Ouais. Mais il fallait passer par là pour vous retrouver. Ouais. J'ai été agoraphobe. Oui. Aussi, pendant 3-4 mois. Ouais. Je m'en suis sortie grâce à la méthode Coué. Oui. Que j'ai appliqué toute seule, que j'ai trouvé comme ça un jour dans un livre dans une librairie et j'ai dit tiens, je vais appliquer, on verra bien. Ouais. Et j'ai appliqué, ça a fonctionné extraordinairement. Donc j'ai réussi à sortir de ça toute seule. Ouais. Donc à cette époque, j'étais quand même suivie par mon médecin traitant qui était homéopathe et acupuncteur et qui me faisait une thérapie de soutien. Donc toutes les semaines, je le voyais. Voilà, et on a fait tout un bout de chemin pendant 2 ans. Et puis à un moment donné, il m'a dit, moi je peux plus avancer plus loin, donc je vais vous diriger sur un psychiatre pour adolescents. Et c'est là que j'ai entrepris une analyse. Et voilà, que j'ai reprise un petit peu plus tard. Et le psy m'a dit, mais écoutez, vous savez tout, quoi, voilà. Vous avez tout compris. Vous savez les tenants et les aboutissants, ça ne sert plus à rien de venir. Bon, ok, d'accord, super. Et donc, tu penses toujours que ça va aller mieux, quoi, du coup, puisque tu as quand même fait pas mal de choses. Oui, et qu'on a l'info. Oui, et qu'on dit qu'on a l'info, oui. Ouais. Et en fait, ça va jamais, quoi. Ça va un temps. Oui, parce qu'en fait, tout l'aspect émotionnel... Alors, tout l'aspect... Pas toujours juste, parce qu'avec le divan, on analyse, on visite normalement une certaine émotion par association et de l'inconscient. Mais c'est vrai que dans le cas du trauma, y a l'événement, c'est inscrit. Et là encore plus, parce que dans la chair. Et là, donc, vous avez fait plusieurs parcours. De thérapie, vous disiez, j'ai essayé, donc, c'est là que... Oui. Ouais. Et donc après, je vais peut-être pas tous les expliquer parce que c'est un peu long. C'est intéressant pour les auditeurs. Mais je suis allée, donc j'ai fait une thérapie... c'est une thérapie un peu particulière sur 3 mémoires. Oui. Sur la mémoire karmique, la mémoire émotionnelle et la mémoire, je ne sais plus que ça c'est émotionnel ou mental. Enfin, il y a 3 mémoires sur lesquelles ce médecin travaille. Parce que c'est un médecin qui pratique cette discipline. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça a été extraordinaire. À tout point de vue, ça a remis un pulse. J'avais donné les pièces manquantes de tout mon pulse, de toute ma vie. C'était extraordinaire. Et puis malheureusement, j'étais trop isolée. Donc moi, je suis quelqu'un qui est en rupture familiale. Donc j'ai pas beaucoup de soutien, pas beaucoup d'amis non plus. J'ai pas réussi à m'accrocher à mon travail pour sortir un peu de tout ça, puisque pendant 2 ans j'avais rien fait. J'avais fait que cette thérapie qui était une thérapie de choc. Donc il n'est pas question de faire autre chose que ça. Et donc j'ai pas réussi. J'ai rencontré un homme, j'ai cru que ça allait être l'homme de ma vie. On était fous amoureux. C'était l'homme le plus extraordinaire que j'avais jamais rencontré de ma vie. Je le trouvais vraiment incroyablement attentionné, incroyablement
Un homme extraordinaire, un homme avec qui vous expliquez tout le temps, avec qui vous riez tout le temps, avec qui tout est rose, tout se passe bien. Et puis donc on décide d'avoir un enfant, mais on décide d'attendre un peu, de faire ça l'année prochaine. Bon, monsieur est en instance de divorce, donc il divorce. Donc voilà, je me retrouve enceinte. Et à partir du moment où je me retrouve enceinte, je vis un cauchemar. Je rentre dans la 4e dimension. C'est-à-dire qu'il loue une maison, il est muté, donc je le suis. Je me retrouve dans une maison isolée, à 6 km, dans un village, mais complètement paumé, quoi. Et donc, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis, donc je suis coincée dans cette baraque. Lui se retrouve licencié 2 mois plus tard, presque qu'on est emménagé là-bas. Et donc, je me retrouve avec un homme qui se transforme en un véritable sadique pendant jusqu'aux 7 mois de mon fils. Et je pars en courant avec mon fils sous le bras, qui a 7 mois. Et voilà. Et je me retrouve dehors. Bon, j'ai un sacré parcours, quoi, c'est clair. Mais par contre, voilà, là, moi, je vais lancer un petit coup de gueule contre les institutions et contre les soi-disant associations d'aide aux victimes. Parce que le 39-19, moi, je l'ai fait. J'ai parlé avec une personne pendant environ 3/4 d'heure au téléphone. Et au bout de 3/4 d'heure, cette personne m'a dit ce que vous me racontez est beaucoup trop sordide, je suis désolée, je vais être obligée d'arrêter la conversation. Et je lui dis, mais non, mais attendez, vous n'allez pas me laisser comme ça, vous n'allez pas raccrocher là. En fait, c'est... Elle ne pouvait plus. C'était plus soutenable pour elle. Ouais, pour elle. Et donc elle a raccroché. Donc je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre avec une personne de SOS Violence qui vient de me raccrocher au nez. Je vous imaginez pas le truc dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, c'est à peu près, c'est un cauchemar. J'appelle une assistante sociale qui me dit, je vais venir au domicile. Je dis, non, vous ne venez pas au domicile. Il ne faut pas qu'il sache. Donc il a fallu... Alors du coup, elle a eu peur, elle voulait m'envoyer quelqu'un, un homme. Vous aviez besoin d'être écouté. Enfin voilà, c'était très compliqué. Enfin bon, et les gendarmes ont refusé de prendre ma plainte, alors qu'ils avaient... Il faut savoir que tout le monde le sache, que toutes les femmes le sachent. Aucune plainte ne peut être refusée. Ils n'ont pas le droit. Mais moi, on me l'a refusé. Et c'était pourtant la gendarmerie de Rennes. Et on me l'a refusé. Donc, suite à ça, j'ai pas pu porter plainte, en fait, puisque j'ai porté plainte plus longtemps après. C'est étonnant. Vous avez compris pourquoi ils ne voulaient pas... Ils m'ont dit que le harcèlement, alors il est vrai à l'époque que les faits n'étaient pas reconnus au niveau juridique, et ils m'ont dit que les faits n'étant pas reconnus au niveau juridique, ça ne servait à rien. Mais mon avocat il aurait fallu qu'il vous... Mon avocat m'a démenti complètement ces infos. C'est complètement faux. Que ce soit valable au niveau juridique ou pas, une plainte doit être écrite. Oui, même une main courante, bien sûr. Il y a un médecin aussi que j'ai appelé, un médecin qui connaissait parfaitement la situation puisqu'il habitait en face de notre maison. Donc il a été témoin une fois de plusieurs choses. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit appelez les urgences psychiatriques parce que quand je m'en suis enfuie, il faut préciser que le père de mon fils était en train de secouer un bidon de 25 litres d'essence, avait secoué un bidon de 25 litres d'essence au-dessus de la tête de mon fils sans en verser, je précise quand même, mais il a fait le geste plusieurs fois de secouer ce bidon. Donc moi j'ai enlevé mon fils dessous le bras, dessous, et je l'ai mis sous mon bras et je suis partie en courant. Donc, je suis donc allée voir ce médecin en lui demandant d'appeler les urgences psychiatriques parce que là, il était complètement déphasé. Et il me répond que non, il ne peut pas sans autorisation de la gendarmerie. Chose qui est fausse aussi, messieurs les médecins, mouillez-vous un peu. Je vais leur lancer un appel ce soir, notamment à tous les autres médecins que j'ai pu voir après avec mon enfant, qui témoignent de choses, mon fils qui parle de certaines choses. À chaque fois que je demande qu'un médecin fasse un témoignage, c'est refusé. Nathalie, Nathalie, c'est vrai que quand on vit une situation, on a tendance, et c'est naturel, à généraliser à l'entièreté d'une profession parce qu'on n'a pas croisé sur sa route, vous en l'occurrence, là, ça des gens. Quand même. Oui, mais justement, je trouve ça. Mais oui, ça fait beaucoup. Oui, le fait n'était pas passé. Non, mais j'entends Nathalie que ça fait beaucoup, et c'est tout un trajet depuis l'agression à 13 ans, où vous avez été constamment, alors peut-être justement vous allez nous dire si justement ce que vous avez fait en EMDR a pu aujourd'hui transformer quelque chose dans votre vie, et si vous n'êtes plus justement constamment agressé de toutes parts, parce que c'est un peu ça que raconte aussi là votre trajet jusque là où on en arrive.
à fait. Alors justement, oui. Donc effectivement, le MDR, donc c'est absolument extraordinaire. C'est une thérapie absolument fabuleuse. Alors on va peut-être juste expliquer pour les, parce que pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est de la désensibilisation, je précise, et reprogrammation par des mouvements oculaires. Voilà, ça a été. Voilà. Eye movement, je sais plus trop quoi. Oui, alors, il se trouve que ça débloque l'information traumatique, et ça la réactive et ça reformate en fait le codage du cerveau. En fait, c'est eye movement desensitization and reprocessing. Voilà. Ouais. Bon, je suis pas un super accent anglais, mais voilà, c'est dit. Et ça a été mis au point, voilà, par une psychiatre, Francine Shapiro. Voilà. Et sur le trauma, c'est effectivement très puissant. Excellent, vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'après vous avez l'impression qu'effectivement c'est un livre fermé et émotionnellement vous n'êtes plus dans l'affect. C'est fini. Oui, c'est si vraiment. Vous en parlez pendant 2 heures, effectivement vous allez peut-être en ressentir, mais en tous les cas au quotidien c'est un livre fermé, définitivement fermé. Et mais vous le ressentez, cette thérapie vous permet vraiment de voir des effets spectaculaires dans les jours qui suivent la séance. Oui, parce que ça travaille sur la neurologie du cerveau, en fait, sur le fonctionnement cérébral. Moi, je sais que, par exemple, elle vous demande de noter les 10 premières choses qui vous feront dire que vous allez mieux. Donc, vous avez un petit carnet que vous remplissez et vous avez plusieurs choses comme ça qu'elle vous demande d'écrire. Et donc... vous vous rendez compte au fur et à mesure que les petites cases se remplissent. Et c'est extraordinaire. Et moi, j'ai ressenti notamment une libération au niveau de mon déplacement du corps dans l'espace. Ouais. Et ça, c'était... Et vos relations, justement, aux autres, Nathalie, est-ce que, justement, vous rencontrez moins de gens contre vous et plus de gens avec vous? Est-ce que ça a modifié quelque chose? Non. Non, le rejet est quand même... moi, je raconte à très peu de gens tout ça. Les gens à qui je l'ai raconté, ils ont tous tourné le dos quasiment. Il y en a 2 qui restent. Ouais. J'ai 2 personnes, 2 amis, c'est tout. Je suis en rupture familiale, mais j'ai 2 sœurs et un frère. Ils m'ont tourné le dos. J'ai mes parents avec qui j'ai de très mauvais rapports. Ouais. Ça date de quand, le MDR? Le MDR, ça date de... entre 2005 et oui, donc 2000. Oui, il y a une dizaine. Oui, non, en fait, c'était il y a combien de temps? Je vous demandais ça parce que justement après, on peut observer, parce que peut-être, alors je ne sais pas où vous en êtes, parce que c'est toujours un long chemin, le travail sur soi, il n'y est jamais vraiment terminé. Enfin, il n'y a pas d'ailleurs à le terminer. Je ne crois pas qu'on puisse le terminer tant qu'on est en vie. Peut-être justement que vous, maintenant que justement l'événement traumatique, vous l'avez traité et réencodé, il reste toute la colère de l'abandon que vous avez subi, des agressions, des gens qui n'ont pas été là pour vous au moment où vous en aviez le plus besoin. Peut-être cette colère-là, elle est encore très, 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 très là. Alors en même temps, elle vous sert peut-être à peindre et à créer. Et elle est peut-être très utile pour vous. Oui, j'ai de la colère, de la colère surtout pour notre société en fait. J'ai pas de la colère pour moi, j'ai de la colère pour l'être humain parce que je vois bien qu'on s'en occupe pas quoi en fait. Oui, mais ça renvoie à la façon dont on s'est pas occupé de vous. Moi ces gens j'ai pitié d'eux. Enfin franchement j'ai pitié d'eux. Ouais, le mépris, mais c'est du mépris. Le mépris c'est une forme de colère, un peu plus froide, mais quand même. Non, mais je suis triste pour eux quoi, qu'ils aient pas plus d'ouverture de cœur et qu'ils aient pas que. Moi, je peux rien faire pour eux, c'est pas mon problème. Oui, ceux-là, on va dire ceux-là, on va peut-être pas généraliser. J'ose espérer que vous trouvez des gens autour de moi, sur votre route des gens. Ouais. En tout cas, Nathalie, moi, je vous remercie pour votre appel parce que j'espère, mais on transmettra à Amélie qu'elle a écouté votre témoignage. Effectivement, j'ai pas mentionné le MDR et c'est vrai que pour tout ce qui est trauma, et c'est là où vous mettez le point, évidemment. Oui, vous avez raison. Ouais. En plus, ça peut faire domino, c'est-à-dire qu'un événement désamorcé peut en entraîner d'autres. Exact. Alors, c'est fabuleux. Et ça dure très peu de temps parce que ça dure, on fait 1 ou 2 séances préalables. Oui. Et la séance de MDR proprement dite, et après une séance de conclusion. Exact. Voilà. C'est vrai. C'est tout. Voilà, c'est 4 séances pour un problème. La même chose que je dirais pour la Gestalt, c'est de bien s'assurer de la formation du thérapeute parce que c'est parce que c'est particulier et qu'il faut que ce soit un psychologue ou un psychiatre. Voilà,
il faut quelqu'un qui sache être là, parce que voilà, c'est quand Donc, même. la personne que moi j'ai vue, elle fait partie de MDR France. C'est bien, ouais. Et elle a été formée par David Savant-Schreiber aussi. Exact, voilà. Et c'est David Savant-Schreiber et Francine Shapiro qui l'ont introduit en France. Effectivement, vous avez raison et je vous remercie de le noter, Nathalie, de regarder EMDR France si vous cherchez un thérapeute en EMDR dans la région. Il y a un annuaire en plus sur le site, on peut marquer son département et on trouve tout de suite les gens. Oui, et puis il y a le livre, il y a Des yeux pour guérir de Francine Shapiro, voilà. Et puis il y avait Guérir de David Savant-Schreiber, il en parle. Qui était un grand thérapeute. Il est allé en Bosnie. Soigner des enfants de MDR et qu'il est arrivé là-bas, il s'est dit non, je pourrais rien faire pour eux, et en fait il a fait le MDR, il est revenu plusieurs mois plus tard, il les a retrouvés tous en train de jouer et de rire, et c'est il ne revenait pas. C'est merveilleux, vraiment. Donc c'est pour ça, je pense que je donne pas les coordonnées, mais je peux les laisser hors antenne. Oui, exactement. Vous allez. Parce que moi j'en ai contacté 6 en fait à Nantes. Et vous êtes dans la région. Ah, mais c'est super pour Amélie, génial. Formidable. Bon, d'accord. C'est encore mieux alors. Vous voyez, je tombe des nues, moi. Voilà. Et je suis ravie. Je pensais que vous l'avez expliqué. Non, j'avais pas su que vous étiez dans la même région. J'ai juste su que vous souhaitiez parler de l'EMDR et je me suis dit quelle bonne idée. Donc voilà. Mais en plus, vous avez un nom. Vous avez un nom pour Amélie dans la région. Oh écoutez, je suis ravie. Voilà. C'est formidable cette émission, j'adore. Voilà, quand il y a comme ça une chaîne. Merci Nathalie d'avoir réagi si vite au témoignage d'Amélie, c'est vraiment super. Je voulais vous féliciter pour votre travail. C'est gentil. Vous êtes une très belle personne et je suis très touchée par vos émissions. Merci Nathalie. Merci encore de votre appel. Merci. Effectivement, des beaux tableaux. Voilà. Oui, je prépare une exposition le 17 octobre. Le 17. D'accord. Oui, on approche. J'ai une petite pub à Rezé. À l'école des éducateurs. À l'école, donc dites à l'école des éducateurs, à quel endroit? Oui, dites-le. C'est à Rezé, c'est à Rezé. Nantes, juste à cette touche Nantes. Ok, super. J'espère que vous avez tous noté l'expo de Nathalie. Voilà, il faut venir, il y a 14 artistes et ça s'appelle Solidart et c'est pour faire du lien social et de l'art. Solidart, d'accord. Oui. Écoutez, Nathalie m'a envoyé le lien et puis on pourra le mettre sur la page Facebook pour ceux qui sont dans la région. D'accord, je l'envoie sur le site, sur la page Facebook. Exactement, de la libre antenne du week-end, d'accord? Ok. Comme ça, dans les commentaires, comme ça les auditeurs qui sont dans la région, s'ils le souhaitent, pourront y aller et vous rencontrer. Voilà. Merci à vous Nathalie. Merci beaucoup. Je vous embrasse, bonne nuit, au revoir. Je reste à l'antenne pour donner le nom. Oui, c'est bon. Il vous récupère tout de suite. C'est bon. Ok. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Nobody But Me, c'était Michael Bublé sur Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sonia. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci de prendre mon appel. Oui. Voilà, je suis un peu stressée, mais bon, je vais y arriver quand même. En fait, oui, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est que, je vais rétablir un petit peu le contexte. Ça fait 12 ans que je suis séparée. J'ai mis à peu près 4 ans à divorcer. J'ai une fille qui a 19 ans. Il y a eu beaucoup de violence de la part de mon ex-mari au moment de la séparation. Déjà avant la séparation, parce qu'on a vécu 6 mois ensemble alors que j'avais pris la décision. C'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, de divorcer en fait. Ces 6 mois-là ont été extrêmement difficiles avec des interdictions de téléphoner, ça a été très dur. Et ça a été très dur après aussi, avec des menaces de brûler la maison, des menaces de mort, beaucoup de menaces. De sa part? De sa part, oui. Oui. Donc j'ai essayé de préserver ma fille de ça, mais sauf qu'à chaque fois, ça se passait la plupart du temps lorsqu'il venait la chercher ou lorsqu'il la raccompagnait. Donc elle a quand même assisté à pas mal de choses.
malheureusement. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et là, ce qui se passe, en fait, ce qui m'a bouleversée pas mal, c'est qu'elle nous a fait une lettre. Parce que les choses s'étaient à peu près apaisées. J'ai eu un grave problème de santé. Il a pris de mes nouvelles. Et là, elle fait des études sur Paris. Donc moi, je suis à peu près à 600 km de Paris. Et donc, il avait proposé qu'on la monte ensemble. Ça a été extraordinaire pour moi. J'ai accepté, bien sûr. Il devait me redescendre, ce que finalement, la veille, il a changé d'avis. Il voulait pas redescendre avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, toute cette violence a fait que moi, on va dire que j'ai limité les contacts au strict minimum, le moins possible par oral, le rencontrer le moins possible. Je lui disais bonjour au départ, il ne répondait pas. Chaque fois qu'il venait ou qu'il l'a raccompagné, je lui disais chaque fois bonjour, il ne répondait jamais. Ça a duré je dirais, au moins les 4, plus que ça. Je crois que pendant au moins 5 ans, il n'a pas répondu. Donc c'est bon, et du coup c'est vrai que forcément ça crée, enfin moi c'était un stress, c'était bien sûr. Il répondait jamais en fait. Non, je disais bonjour, il répondait pas. Donc c'est vrai qu'après j'avais. Mais il s'occupait parce que en fait vous dites ça fait 12 ans que vous êtes séparés, donc si je calcule bien votre fille avait 7 ans. C'est ça. Et il la prenait. Il l'a toujours prise assez régulièrement, mais un week-end sur 2. D'accord. Et à peu près la moitié des vacances scolaires. Ouais. Oui, c'était compliqué à définir parce que voilà, il fallait que ça soit comme lui voulait et c'était très difficile d'arriver à trouver un terrain d'entente. D'autant plus qu'au départ, il n'y avait pas de crosse de jugement. Il me faisait du chantage en me disant si tu veux la récupérer, t'as qu'à venir la chercher. Moi, j'avais un boulot où j'avais des astreintes. Et je risquais mon travail en allant la chercher, donc j'ai refusé plusieurs fois, parce que c'était à 1 heure de route de chez moi, de mon travail, de chez moi, oui. Donc voilà, si on m'appelait et que je n'étais pas sur mon lieu de travail dans le quart d'heure, je pouvais perdre mon travail. Donc j'ai refusé plusieurs fois d'aller la chercher, enfin c'était un bras de fer plusieurs fois. Il a refusé de payer quoi que ce soit comme pension alimentaire. Il a refusé, je lui avais demandé de participer à une activité extrascolaire. Voilà, c'était lui en plus qui souhaitait qu'elle fasse cette activité-là. Donc au début, je lui ai dit, est-ce que tu veux participer ? Il m'a attrapé, il m'a foutu dehors, il a fermé la porte à clé. De là où il était, puisque c'était une fois où j'étais allée chercher ma fille chez lui, où je l'avais amenée, je ne sais plus, peu importe. Et donc voilà. Et là, cette lettre qui arrive, où elle reparle pas de tout ça, mais d'un certain nombre de choses, on va dire. D'abord, ça a fait remonter tous ces souvenirs dans ma tête, qui est une période vraiment difficile de ma vie. J'ai essayé de la préserver comme j'ai pu, mais je n'ai pas pu la préserver de tout, ça c'est certain. Et puis, on va dire que ce qui a déclenché sa lettre, c'est la rentrée scolaire de cette année, où effectivement il devait l'accompagner, c'était prévu. Et puis il m'a envoyé un SMS en me demandant de participer. Merci pour ta participation au trajet. J'avoue que ce SMS m'a assez contrariée et que j'ai fait une réponse en disant que je trouvais que sa demande était malvenue, étant donné que ça faisait plus de 10 ans que j'avais assumé tous les frais liés à notre fille seule, mais que s'il ne pouvait pas payer le trajet, bien entendu, que je le payerais puisque je continuerai. Et il n'a pas apprécié du tout, donc il a refusé du coup de l'amener la veille. C'était la veille ou l'avant-veille. Et il lui dit ça à elle au téléphone. Donc c'est vrai que ça a été compliqué pour elle. J'ai dit écoute, je vais t'amener. Puis finalement, je sais pas. Elle a fini par lui dire, je crois qu'il pouvait pas lui faire ça à elle, parce qu'en fait, il fait ça, mais lui, il se rend pas compte que c'est elle qui est au milieu. Il fait ça pour m'embêter, pour me faire du mal, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il se rend pas compte que c'est elle qui trinque en premier. Et bon, bref, donc c'est ça qui a déclenché cette lettre. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette lettre, c'est que elle termine, elle reparle de souvenirs, voilà. Il y en a quand même, elle reparle de la violence de son père aussi. Elle reparle de moments où j'ai craqué aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai craqué parce que je n'en pouvais plus et que je me disais, mais elle va plus aller le voir, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. À chaque fois, c'est du chantage, à chaque fois,
c'est vrai que je n'en pouvais plus. Et donc, bon, qu'elle me fasse des reproches, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi, mais bon, voilà, c'est son vécu à elle. Et elle termine en disant, quand allez-vous décider de grandir, de prendre des choses en main, de communiquer tous les deux? Et pour moi, c'est un gros problème parce que je ne sais pas comment répondre à cette question. Et je vois pas comment je peux communiquer avec son père, puisque déjà, pour moi, la décision de divorcer, c'était parce qu'il n'y avait pas de communication possible. Donc en fait, la lettre de votre fille, qui est la même à chacun, elle a envoyé la même à chacun, oui. En fait, vous demande à tous les deux, ensemble, d'enterrer l'âge de guerre. C'est ça. Et vous me dites, en fait, c'est pas possible parce que l'âge, c'est lui qui la tient. Moi, non. Eh bien, j'avoue que je vois pas. Je vois pas. C'est ce que vous ressentez. Moi, c'est mon ressenti. Oui. Même si j'en tiens, je pense, une partie, parce que c'est vrai que, voilà, j'aurais pu lui dire simplement, oui, je participe et que, voilà. Ah, vous savez, oui, Sonia, on est toujours deux dans une relation, parce que dans la relation, si vous voulez, on tient les deux bouts de la corde, Si on a un qui lâche, il y a plus, de relation, donc on est bien deux à la tenir. Disons que pour moi, j'ai plus de relation avec lui. Oui, mais il y en a une. Il y en a une parce qu'elle est conflictuelle. Vous pensez que vous n'avez plus de relation, mais la relation existe toujours puisqu'elle est conflictuelle. Le plus de relation, c'est quand c'est neutre. Disons ce serait presque être des étrangers, où genre on se connaît. Moi, je l'appelle jamais. Je ne lui demande rien. Ah oui, mais la relation est bien vivante, elle. Et c'est vrai que du coup, tout passe par notre fille. Et oui, elle n'en peut plus. C'est-à-dire que ça passe par elle, mais moi je lui dis pas, tu demanderas à ton père. Alors que lui fait ça, d'après ce qu'elle dit dans la lettre, elle lui dit, d'ailleurs elle reprend ces termes, lui il lui dit bien, tu demanderas à ta mère. Et d'ailleurs cette histoire, c'était, ta mère n'a pas répondu à mes lettres, et je veux qu'elle réponde, qu'est-ce qu'elle t'a dit, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, et voilà, et elle râle beaucoup après ça, et elle dit qu'elle ne veut plus être entre vous deux. Bien sûr. Et elle a raison. Bien elle sûr. a totalement raison. Bien sûr. Moi, c'est vrai que j'en ai parlé. Elle m'a dit, je veux pas en entendre parler. Ça a été terminé. J'en ai plus parlé. Vous avez une bonne relation toutes les deux, Sonia? Oui. Mère-fille. C'est votre fille. Vous avez qu'une fille? Oui. Elle me semble assez bonne. Bon, elle a été conflictuelle, parce que elle a été conflictuelle au moment de l'adolescence. Et puis, c'est vrai que je suis pratiquement sûre qu'elle entendait dire du mal de moi à chaque fois, tous les week-ends où elle allait chez son père. Donc au départ, quand elle rentrait, elle était très agressive. Et voilà. Mais on va dire que non, globalement, on discute quand même de tout. Je pense, oui, à peu près de tout. Oui, je pense que oui, on a quand même une très bonne relation. Même si elle est duel, parce que c'est un peu une relation de couple et que si elle a souhaité partir loin aussi, je pense que c'est... Pour défusionner. Voilà, exactement. Alors, ce qui est très difficile, douloureux et compliqué pour votre fille Sonia, c'est qu'en fait, elle est clivée par votre guerre intestinale, on dit des guerres intestines, non, je plaisante, mais oui, intestine parce que de l'intérieur, et que elle ressent cette guerre profondément, et elle a besoin que vous, alors pas de réconciliation, mais que la guerre s'arrête pour que sans doute entre les deux parties d'elle à l'intérieur, la guerre s'arrête aussi, et de pouvoir réconcilier parce qu'elle est née des deux. Et elle a des deux en elle, même si, alors il n'y a pas de pourcentage à chercher, ni à connaître, et personne ne le sait bien. Mais elle est bien issue des deux, et elle a besoin pour se reconnecter, sans doute, que ce soit plus apaisé, parce qu'elle se sent complètement morcelée par vos disputes. Oui, c'est sûr que le truc du départ, forcément, elle le dit bien d'ailleurs dans sa lettre que ça a été un stress immense, et que elle a un petit ami, un petit copain depuis bientôt 2 ans, 2 ans d'ailleurs, et elle dit qu'elle a passé 40 minutes à pleurer au téléphone avec lui pour vider tout son stress, ce que je comprends, ça me fait mal au cœur, mais je sais pas, je sais pas comment faire, parce que je me dis, le problème, je me dis, c'est que soit je dis amen à tout ce qu'il dit, effectivement, là il y aura plus de conflit, mais dire amen à tout ce qu'il dit, c'est pas non, je ne me respecte pas non plus, Et pour moi, c'est pas la solution. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, avec le père,
de quelle relation, on va dire, entre guillemets, de dépendant, sachant que votre fille est majeure, qu'est-ce qu'il y a à négocier avec lui dans votre vie, au sujet de votre fille? Qu'est-ce qui reste sur le plan très concret, factuel, de cette relation à gérer entre vous aujourd'hui? Pour moi, il n'y a pas grand-chose à gérer. Oui. Disons que c'était établi qu'il faisait les trajets sur Paris pour aller la chercher et pour la raccompagner. Là, ça faisait 2 ans qu'il le faisait et que ça posait pas de problème. Bon, voilà, ça en a posé un là à la rentrée. Parce qu'il peut changer de vie aussi, lui. Oui, et puis vous connaissez pas sa vie. Il a peut-être, je sais pas moi. Bon, enfin. Non. Mais elle est majeure. Je crois surtout qu'il y a, elle est majeure. Je crois surtout qu'il y a un gros problème de jalousie de lui vis-à-vis de moi et il se victimise beaucoup. Mais quel est le rapport avec les trajets? De dire que moi j'ai des sous donc que je peux payer, que quand même c'est pas normal que je participe pas, que depuis qu'on est séparés c'est lui qui fait tous les trajets pour venir la chercher et pour la ramener. Effectivement, je me suis battue, je n'ai pas cédé sur les trajets, on va dire plutôt que c'est ça. À savoir que la pension alimentaire, il la verse pas. Oui, donc pour vous il devait faire les trajets. Oui, d'accord, c'était sa participation. Voilà, mais que depuis le début, il lui dit chaque fois qu'elle rentrait, oui, c'est pas normal que papa fasse tous les trajets, quand même, tu pourrais partager. Et bon, je lui dis, j'ai bien proposé, mais à ce moment-là, il versait un petit peu plus de pension alimentaire, mais comme il verse pas du tout, il fait au moins les trajets, voilà. Et voilà, donc sauf cas exceptionnel où j'ai accepté de faire une partie du trajet ou voir la totalité. En règle générale, c'était un non catégorique qui les faisait. D'accord. Et pour vous, Sonia, la paix, elle est à quel prix? La paix, elle est à quel prix? Avec lui? Oui. Pour vous, pour être tranquille? Pour être tranquille. Est-ce que vous seriez prête à payer? C'est terrible ce que je vais vous dire. Peut-être rien, vous aimiez rien? Si, c'est terrible parce que c'est aussi cette pensée qui m'a fait prendre la décision de divorcer. C'est que tant qu'il sera vivant, j'ai peur qu'il y ait du conflit pour moi. Mais parce que vous ne lâchez pas, hein? Vous ne lâchez pas. Mais non, vous ne lâchez pas, Sonia. C'est pour ça que je vous demande, à quel prix. Faire pour lâcher. Oui, parce que je vous demande à combien vous estimez le prix de votre paix. C'est-à-dire combien coûte votre paix. Qu'est-ce que vous êtes prête à y mettre? Mais peut-être vous pouvez me répondre rien. Je veux que ça me coûte rien. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous voudriez que la paix ne vous coûte rien. Vous voudriez qu'il y ait la paix, mais que vous, ça vous ait rien coûté du tout. Que je parle d'ailleurs, je fais exprès d'employer ce mot-là, que ce soit symbolique ou en espèce sonnante et trébuchante. Donc, parce que vous estimez qu'il a les torts et que vous êtes parti parce qu'il avait les torts et donc il doit, entre guillemets, je vais reprendre un mot financier, payer ses torts. Et vous le faites, et du coup, vous lâchez pas l'affaire parce que vous avez un compte, vous êtes en compte, donc vous êtes en relation. Ouais, c'est pas tant que je suis partie, que j'ai décidé de divorcer parce qu'il avait des torts. Non, parce que c'est insupportable, parce que vous le supportez pour moi plus. C'était insupportable. Oui. Les torts que je lui reproche aujourd'hui, c'est vrai, c'est de ne pas prendre en charge notre fille. Oui, mais là c'est fini là. Et là j'ai du mal. Là c'est fini. Vrai que j'ai du mal. Ouais. Mais là non, c'est fini. Pas fini, non. Elle est majeure, donc. Ah oui, elle est majeure. Oui, au regard de la loi. Pas autonome financièrement. Non, on est bien d'accord, Sonia. Mais vous voyez, de reprocher, il y a malheureusement dans les histoires de divorce des pères ou des mères qui remplissent pas leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Mais leurs enfants sont pas dupes de ça. Et ils y perdront d'ailleurs à terme ou momentanément la relation avec ce parent. Obligé finalement maintenant justement qu'elle est majeure, le père de votre fille, de remplir les obligations qu'il ne veut pas remplir. C'est vous rester en relation, être encore une forme d'épouse qui l'oblige à. C'est pas prendre votre autonomie et votre responsabilité. D'accord, parce que moi j'avais l'impression que, en fait, en n'ayant jamais porté plainte pour non-versement de pension alimentaire, je n'avais pas fait mon devoir de mère par rapport à ma fille. Ah, donc vous êtes en dette envers elle? C'est un peu mon sentiment de me dire... Et pourquoi à l'époque vous n'aviez pas porté plainte? Parce que c'était sans arrêt du chantage à venir la chercher, etc. Et donc des plaintes, j'en ai déposé, pour menaces, pour non-représentation d'enfants, ça j'en ai déposé.
Et encore un soir, je sais plus bon, il voulait pas la ramener. J'ai dit, écoute, ça va pas être compliqué. Moi, je n'en peux plus que tu la prennes en otage. Je ne peux plus supporter ça. Donc, ou tu la ramènes, ou je porte plainte pour non-versement de pension alimentaire. C'est abandon de famille et tu la verras quand elle sera majeure et autonome. Et 1h30 après, il était là. Il m'a pas dit qu'il allait venir. Il a raccroché comme d'habitude, comme il me raccroche au nez. Mais en attendant, si vous voulez, ça faisait un petit peu comme un accord oral. C'était un petit peu mon moyen de pression. Voilà. Oui, en fait, Sonia, c'est vous qui, en fait, exercez à sa place à lui, sa responsabilité. Vous l'exercez pour deux. Donc, vous êtes encore très en couple ensemble. C'est-à-dire, au lieu mais pour protéger votre fille, j'entends, mais du coup, la défaillance du père n'apparaît pas parce que vous l'avez masqué. En prenant finalement les rênes. Or, ce serait bien que votre fille aujourd'hui prenne la mesure de la défaillance paternelle à son égard, si défaillance il y a. Parce que si vous lâchez, vous comprenez la corde, Sonia, lui ça va lui faire tout drôle. Ça fait des années qu'il a l'habitude que vous la teniez. Donc quand il va être mis, si vous lui dites écoute c'est pas grave, tu la verras moins puisque tu feras pas les trajets. Oui, mais... il va être un peu embêté quand même. Là, du coup, il n'y a plus de problème de trajet puisque, bon, elle est quand même de plus en plus autonome, etc. Mais c'est vrai que, s'il y a des trajets à faire sur Paris, c'est ce que je me dis, je les ferai, de toute façon. Moi, ça fait quand même des années que... C'est pour ça que la paix est à quel prix ? Est-ce que la paix, pour vous, est au prix de ces trajets ? Parce que moi, ce que je comprends... non, mais alors, moi, je ne vais pas du tout me battre pour qu'il fasse les trajets. D'ailleurs, quand il a dit « je le fais pas », je dis « c'est pas grave, je vais le faire ». Voilà. Mais moi, j'entends que vous continuez à être en relation avec lui envers et contre tout. Et c'est ça aussi qui est insupportable et que comprend très bien votre fille, parce que dans la guerre que vous vous livrez, c'est pas un divorce. C'est-à-dire que le couple, si vous voulez, dans la logique d'un enfant et dans la logique tout court, on divorce pour que la guerre cesse. Alors certes, le divorce amène la guerre, mais une fois que le divorce a lieu, on ose espérer que c'est pour mettre fin à la guerre. Mais vous, non, ça continue. Donc en fait, le lien existe toujours. Il remet en question, il a remis en question le jugement. De toute façon, il continue à dire que c'est pas normal que ce soit lui qui fasse tous les trajets. Voilà. Et en fait, peu importe les trajets, c'est un prétexte. C'est pas normal, donc je dois participer. Mais c'est un prétexte. Tout ça est un prétexte pour maintenir le lien. Vous êtes un couple qui n'a pas cessé de se détester, donc de s'aimer un peu. Eh oui, il y a une vraie histoire de couple dans toute l'histoire que vous racontez. Vous ne vous êtes jamais quittés, d'une certaine manière. Disons qu'ici, il y a eu la paix là, ces 2 dernières années, il n'y avait pas de souci particulier. Mais vous avez eu quelqu'un ? Il a eu quelqu'un ? Alors lui, je crois qu'il a eu quelqu'un à un moment donné. Oui, moi j'ai eu 2 relations après. Ouais, pas longues. Non, pas très longues, d'1 an chacune. Ouais. Et lui non plus, manifestement. Lui, je sais, le peu que je sais, c'est par ma fille, parce que moi, je pose pas de questions. Donc le peu que je sais, c'est ce qu'elles m'ont dit. Et d'après ce qu'elle m'en a dit, il a dû avoir quelqu'un peut-être pendant 3 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, lui, il lâche pas l'affaire de vous embêter, et vous lâchez pas l'affaire non plus de le faire payer. Donc, aucun des deux ne lâche l'affaire parce qu'il en va de sa fierté, son ego, son orgueil, sa haine, cuite et recuite, qui est une partie d'affect. Et en fait, vous êtes dans un jeu, dans un jeu énorme. Et vous n'avez pas du tout, et alors sûrement pour des raisons très inconscientes, propre à chacun, envie de vous lâcher. Et que là, votre fille d'ailleurs, elle menace, mais elle menace aussi par son âge, parce qu'à un moment donné, vous n'aurez plus d'objets pour vous disputer. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais moi, ça me va bien de ne pas avoir d'objets pour me disputer. C'est pas sûr, parce que je pense que vous auriez payé le prix depuis, si vous aviez vraiment voulu que vous ne plus entendre parler de lui. Payer le prix symbolique d'une façon ou d'une autre, ça vous aurait coûté quelque chose, soit en fierté, soit en argent, soit en organisation. Vous voyez, quand on veut vraiment plus entendre parler de l'autre, parce que l'autre vous est toxique, on préfère
parce que ma fille, moi j'ai tenté de préserver la relation qu'elle a avec son père, parce que pour ne plus avoir de lien avec lui, mais c'est vous qui la tenez. Non, mais Sonia, qu'est-ce que vous en savez? Vous occupez toute la place. C'est vous qui imposez au père sa relation avec sa fille. Donc c'est vous qui tenez les rênes de la relation. C'est-à-dire que vous avez eu tellement peur que le père ne joue pas son rôle. Mais manifestement, quand je vous pose des questions, vous me dites, en fait, il a joué son rôle quand elle était petite. Ah oui, il a été présent. Hein. Et voilà. Oui, il a été présent. Voilà, donc c'est votre peur qu'il ne soit pas présent qui fait que vous êtes là, tapis dans l'ombre, à sauter sur le moindre truc où vous trouvez qu'il ne remplit pas ses fonctions de père, parce que vous estimez que si vous aviez lâché ça, peut-être qu'il aurait été un père défaillant. On ne sait pas. Non seulement on ne sait pas, mais au moins votre fille aurait eu le père en face d'elle. Alors que là, elle a du coup un père qui se dédouane parce que vous offrez sur un plateau le fait d'être constamment dans la relation. Du coup, le père, il a beau jeu après de dire à la fille, tu diras à ta mère, tu feras un. Vous voyez, il transite par elle. Oui, il transite complètement par elle. Mais il transite par elle parce qu'il vous renvoie votre propre jeu à vous, qui est de vous occuper toujours de savoir s'il est présent, etc. Donc il vous coince par son intermédiaire. Le problème, c'est que votre fille en peut plus parce qu'elle fait les frais. J'ai envie de dire presque de ses gamineries, vous voyez. Oui, elle en fait les frais là, vraiment. Bien sûr. Et elle en peut plus, quoi. Parce qu'elle voudrait dire, mais arrêtez. Oui, mais c'est un jeu. Votre fille est comme le ricochet, elle est comme le caillou que vous jetez tous les deux dans l'eau, quoi. Donc à chaque fois que vous... Ma question, c'est comment faire pour ne plus le jeter, pour moi. Vous ne plus vous mettre dans cet axe où lui peut transiter par votre fille pour vous parler. Donc s'arranger pour qu'il ait plus besoin d'avoir des choses à vous dire. Vous voyez, être un peu stratégique. C'est-à-dire qu'il faut couper... la centrale d'alimentation. C'est vous qui êtes à l'origine de la centrale de l'alimentation du système, là. Donc, il faut couper l'alimentation, parce que quand le système sera plus alimenté, il va mourir de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Si on schématise votre relation comme, on va dire, une centrale électrique, vous allez couper le courant. Il n'y aura plus la lumière. Ou vous allez couper l'émission des messages. Mais j'avoue que je sais pas comment faire parce que, alors, posez-vous la question parce qu'il faudrait là, vous voyez mais peut-être pourriez-vous faire, aider quelques séances par un thérapeute. C'est dans vos comportements, vos modes de pensée, vos modes de réaction. À chaque fois que vous allez avoir par rapport à lui ou à ce qu'il fait, ou est-ce qu'il serait censé faire et que vous trouvez qu'il devrait faire, vous voyez, c'est-à-dire donc tout ce qui concerne lui, votre relation et donc sa posture par rapport à la fille. À chaque fois que soit ça vous énerve, ça vous énerve, j'ai l'impression que ça vous rend triste, et que vous dites non, ça devrait pas se passer comme ça, donc je monte au créneau, vous faites un temps de recul et vous réfléchissez de vous dire, ok, c'est quoi mon intention? Est-ce que mon intention c'est de le rappeler à l'ordre? En ce cas-là, j'arrête tout de suite ça. Est-ce que mon intention c'est de préserver ma fille, mais est-ce que je la préserve vraiment? Est-ce que c'est clair? Parce que mon intention, c'est de dire, mais c'est pour la préserver. Mais est-ce que c'est son besoin? Et de quoi? Elle a plus besoin de paix que de pousser le père à monter au créneau. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez tenter d'intervenir dans un fait ou un geste de la relation, vous allez avoir un petit temps d'arrêt en vous disant, ok, bon, qu'est-ce que je cherche vraiment à faire? Elle est où mon intention? Peut-être vous allez trouver des trucs moches, entre guillemets, des trucs qui vont pas vous plaire, vous voyez, de dire oui, j'ai vraiment envie de lui faire mordre la poussière par exemple, ou il m'énerve, ou j'ai envie de le faire payer, ou puis la barbe, mais ça va vous renvoyer à vous, et là ça va être intéressant pour vous, Sonia, parce que peut-être vous allez vous dire j'ai plus besoin de ça, j'ai envie que ce soit, vous allez pouvoir trouver des réponses, je peux pas vous amener comme ça, mais au coup par coup, vous voyez. Disons que moi je suis assez résignée au fait qu'ils prennent pas en charge. Ouais. Je suis même surprise. On arrive à la fin de l'émission, Sonia, donc je vais vous laisser réfléchir à ce que je viens de vous dire et voir si ça peut fonctionner pour vous, d'accord? Bon courage à vous. Merci d'avoir appelé. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club avec Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. Et nous, on se retrouve demain, samedi à 23h. Bonne nuit.